Justement, tout au long de votre livre, vous citez, il y a une foule de personnages, et en fait, on reconnaît souvent des personnages réels. Alors, dans le roman, ils sont fictifs, on peut dire, mais il y a un personnage MST qui ressemble terriblement on va le citer, hein, à Bernard-Henri Lévy. Et d'ailleurs, ça c'est assez bien fait parce que, si je peux me permettre, MST, dans le livre, est totalement insupportable, comme Bernard-Henri Lévy dans la vraie vie. Alors, justement, pourquoi ne pas les avoir appelés directement par leur prénom? Bon, je crois, enfin bon, j'ai fait un peu de droit, donc j'aurais eu un procès sur le dos. D'accord. Il y a tellement de personnages, il y a au moins une vingtaine ou trentaine de personnages, donc j'aurais pu avoir des procès. Et puis je connaissant leurs moyens et leur acharnement à combattre toute critique, ils se seraient évidemment réjouis de mener des procès. Bon, on a fait des procès à Edgar Morin, on a fait des procès à des personnes insoupçonnables. Enfin, on a traité Edgar Morin d'antisémite, par exemple, c'est complètement absurde. Donc en fait, les procès leur servent à intimider et à dénigrer. Donc ça leur évite déjà un procès. Et puis deuxièmement, je crois que j'ai voulu me faire plaisir, et faire plaisir aux lecteurs, parce que j'ai essayé de trouver des noms qui font rire, qui font marrer, et parce qu'en même temps, ça montre un peu, disons, le peu d'estime que j'ai pour ces personnages. Alors, justement, dans votre livre, j'ai trouvé que SOS Racisme et l'Amérique du 16e en prenaient beaucoup pour leur grade. Alors, justement, vous qui êtes, vous êtes français, patriote français, je l'espère, comment vous expliquez que la mairie du 16e soit autant pro-sioniste? Comment c'est possible dans notre pays? C'est à cause du maire du 16e arrondissement. C'est-à-dire le maire est le vice-président de l'Alliance France-Israël, ou quelque chose comme ça, enfin, soit France-Israël, soit le groupe parlementaire France-Israël, je ne me souviens pas, donc il est vice-président, donc c'est quelqu'un qui est engagé pour Israël, et c'est son engagement personnel, politique, je pense, enfin, je ne peux pas me l'expliquer, comme il y a d'autres qui défendent d'autres points de vue. Mais lui, il est, enfin je veux dire, quand il parle dans les médias juifs, je ne sais pas quand il parle ailleurs, mais moi je suis d'assez près des médias juifs, quand il parle dans les médias juifs, il est plus sioniste que Netanyahu, que n'importe qui. C'est lui qui parle, par exemple, comme je dis dans le livre, il parle carrément de campagne de civilisation, c'est l'avant-garde, Israël est l'avant-garde de civilisation judéo-chrétienne, etc. Ce sont des termes qu'il a utilisés. Et pourquoi? C'est son combat, et donc il fait tout pour que la mairie du 16e arrondissement soit un bastion. Par exemple, le Maïbrit, la franc-maçonnerie juive. Les fils de l'Alliance. Voilà. J'ai assisté à des réunions ouvertes. Donc c'était à la mairie du 16e arrondissement, le salon du livre du Maïbrit se fait là-bas, et ainsi de suite. Donc c'est un bastion, effectivement, c'est un bastion des institutions sionistes. Alors le maire du 16e arrondissement est un Sayan alors? Ah non, pas du tout. Parce qu'un Sayan, par définition, c'est un juif. D'accord, c'est forcément un juif, d'accord. Ah oui, forcément, voilà. D'accord. Et c'est quelqu'un qui... Mais ceci dit, peut être c'est un goy, donc non-juif, mais qui est très favorable à Israël, et il peut se comporter mieux qu'un Sayan, aussi bien qu'un Sayan. D'accord. Alors, justement, dans votre livre, il y a une phrase qui m'a... il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais comme on ne peut pas tout dire, il faut donner un peu au lecteur envie de lire le livre. En fait, à un moment donné, il y a une histoire en fait où, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a un match de football. Bon, il y a un match de football, et en fait, c'est un match de football organisé par des Sayanim, tout à fait, entre des Palestiniens et des Israéliens. Donc ils prennent l'avion, etc. Ils viennent en France faire le match de football. Alors, je vous lis le passage. Donc, prendre l'avion relevait déjà du miracle. Alors, il parle des Palestiniens. Oui. Prendre l'avion relevait déjà du miracle. Eux qui louvoyaient entre les barrages et les patrouilles des sinistres gardes-frontières pour aller au lycée, consulter un médecin ou assister à une fête familiale. La mer était à quelques kilomètres, mais ils n'avaient jamais pu la voir. Enfermés, contrôlés, harcelés au quotidien et partir soudain en France. Une parenthèse de liberté inouïe. Mais c'était pour jouer contre l'ennemi. Dans 3 ou 4 ans, leurs adversaires porteront l'uniforme et la mitraillette, les humilieront au barrage,
détruiront leurs maisons, les tortureront peut-être. Je trouve que c'est une vision terrible de... Enfin, c'est catastrophique même. Est-ce que c'est cette vision-là qu'ont les Palestiniens des Israéliens ou des Juifs de... Ah, tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est la vision qu'a un petit gamin palestinien dès qu'il commence à parler ou à comprendre, dès l'âge de 4-5 ans. Pour lui, les Juifs ou les Israéliens, c'est le militaire, c'est les tanks, c'est l'hélicoptère, c'est les gens qui débarquent dans une maison et qui poussent le reste de la famille dans un coin et qui saccagent la maison, ou bien vont sur le toit avec des fusils. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est vrai, c'est exactement l'image qu'ils ont. D'accord. Alors, mais justement, d'un point de vue, pour aller un peu le sujet, cette vision est terrible. Est-ce qu'il peut y avoir une réconciliation un jour? Enfin, parce que apparemment dans les deux camps, il y a une vraie haine. Moi, personnellement, j'y crois pas. Ah, il y aura, d'accord. Oui. C'est mon... Jugement personnel. Voilà, mon jugement personnel, c'est qu'il ne pourra jamais y avoir la... Il y aura peut-être Oui. des moments, non, ce sera des moments, ce ne seront que des moments de pacification ou de tension moindre. Oui. Mais Israël est une puissance coloniale, et en tant que puissance coloniale, comme on a vu dans le temps, c'est une puissance arrogante, consciente de sa puissance. Comme toutes les puissances aussi, non? Toutes les puissances. Oui. Mais les Israéliens sont tellement imbus de leur puissance qu'ils ont, et en plus ils ont un mépris total de l'arabe et du palestinien qu'ils traitent comme des... D'où vient ce mépris, M. Cohen? Le mépris d'abord qui date dès le début de l'installation des Juifs dans cette région, c'est le mépris de l'occidental vis-à-vis des indigènes, qui est déjà, bon, à peu près qu'on a vu dans tous les systèmes coloniaux. Donc quand l'Européen, entre guillemets, arrive, il voit ces masses qu'on traite de sales arabes, ou sympathisants, etc. Donc ça c'est déjà Et puis, deuxièmement, il devient l'ennemi, celui qui a les terres, à qui il faut prendre ces terres. Donc il faut combattre, qu'il faut humilier, qu'il faut chasser, etc. Et tout ce combat, et puis en même temps il y a l'occupation aussi. Bon, il y avait des gens des guerres entre des pays. Et là, l'Israélien devient l'occupant. Ça veut dire celui qui va surveiller les barrages, qui va donner des ordres, qui va entrer dans des maisons, qui va tirer sur un gamin et le tuer peut-être parce qu'ils vont se faire. Il a un sentiment d'impunité. Et voilà, petit à petit, il devient comme un dieu qui a la vie du Palestinien entre ses mains. D'accord. Mais justement, cette arrogance dont vous parlez au sujet des Juifs et des Israéliens, ne tire-t-il pas sa source dans l'histoire du peuple hébreu par rapport au fait que, avant l'arrivée du Christ, le peuple juif était le peuple élu? Ne se prennent-ils pas encore pour le peuple élu? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas... Non, vous pensez... Je pense qu'une grande partie des Israéliens juifs ne sont pas religieux. Bon, oui. Ils ont un rattachement un peu folklorique à l'histoire. Bon. Non, je pense que c'est... Je crois, enfin, peut-être pour les religieux, oui. Parce qu'il y a 20% d'Israéliens juifs qui sont religieux. Et que eux, c'est vrai qu'ils ont un lien avec la terre, surtout la Judée-Samarie. C'est un don de Dieu qu'il faut garder, etc. Pour les autres, ils n'en ont rien à fiche quasiment. Et donc ça vient comme l'histoire l'a montré au 19e, 20e siècle, comme un peuple qui devient trop fort, trop puissant, trop arrogant, et qui est imbu de lui-même, et qui ne peut pas, et qui ne pourra jamais faire la paix. On n'a jamais vu un pays colonial accepter des conditions, quand il en était encore temps, d'accepter de faire des concessions à l'adversaire, des concessions raisonnables, pour arriver à une certaine égalité. Ça n'a jamais existé, ça n'existera pas. Et les Israéliens seront les derniers à le faire. S'ils passent des accords, ça sera contraint et forcé. Et tout accord ne pourra que contenir des germes de lutte future. Et c'est pour ça que je dis, il ne peut pas y avoir de paix véritable sur cette terre avec deux États, parce que les Israéliens ont établi une règle du jeu. En 1948, il ne peut y avoir qu'un seul nationalisme entre le Jourdain et la mer. Donc, ils pensaient que c'était le leur qui allait gagner. Bon, après tout, pendant 60 ans, ils ont gagné. Enfin, ils ont l'impression qu'ils vont gagner. Mais, à mon avis, ils vont perdre. Ils vont perdre.